Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Paninicast, mais surtout de votre saga de l'été, House of Emile Powers of Aurélien. Décidément, je ne me lasserai jamais de ce nom. Et donc une émission hebdomadaire, c'est ça le principe. Le principe, c'est également 2 coups de cœur, un pour Émile, un pour moi, Aurélien, et on avance dans les mois de l'année comme ça. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au mois de juillet, et après cela, nous avons décidé de faire dans nos découvertes de l'été, cette fois-ci les découvertes cruelles de l'été, c'est-à-dire des titres qui sont désormais indisponibles. Oui, nous sommes méchants. Oui, nous vous parlons de titres que vous allez devoir aller chiner au fin fond du dernier libraire qui possède l'exemplaire, ou prier pour que nous fassions une réimpression, ou une réédition en 2026 ou 2027. Une réédition, sois précis sur les termes, attention. Ça dépend. Peut-être que ce sera une réimpression, on n'en sait rien. Ou peut-être que ce sera rien du tout et que vous serez obligé d'aller voler nos bureaux. Rare pour ça. Voilà. Toi, c'est plus sympa. Donc, histoire de commencer en volant le bureau, soit en tabassant votre libraire, on va commencer du coup avec ton coup de cœur, Émile, et on va se jeter dans les bras de Frank Castle. C'est ça, avec donc l'intégrale Punisher qui va publier donc tous les épisodes de 89 à 90. Si vous êtes des habitués d'intégrale du Punisher, je pense que vous savez que depuis quelques numéros déjà, c'est le scénariste Mac Baron à la barre. D'ailleurs, je viens de réaliser que ça pourrait faire un très bon jeu de mots que je ne ferai pas. Et donc, ça fait donc les numéros 24 à 32 donc de la série de 87, mais c'est aussi l'occasion de publier 2 graphic novels, Punisher Return to Big Nothing et surtout Punisher Intruder, qui était à l'époque sorti aussi en top BD dans un très grand format du plus bel effet. Et d'ailleurs pour qualifier cette intégrale, notamment le contenu et notamment de ce graphic novel Intruder, quand j'en ai parlé avec mon libraire la première fois, parce que j'avais vu qu'il vendait d'occasion ce top BD, il m'avait dit ah oui, ça c'est l'histoire où Frank Castle il boit du pipi, parce que en fait du coup dans cette histoire là et donc nous apprenons que le coup de cœur d'Émile est un coup de cœur urophile. No king shame. Et du coup, le truc, c'est que au-delà des épisodes donc sur lesquels je vais passer assez vite, donc qui sont vraiment dans la lignée des épisodes de Mac Baron, des intégrales précédentes, je vais surtout me focaliser en fait sur les 2 graphiques nouvelles qui composent donc principalement cette intégrale. À commencer déjà par donc Return to Big Nothing, qui est on peut dire un peu la suite. Je fais une aparté pour dire que quand tu parles de taille que ça prend, c'est vrai que chacun de ces 2 graphic novels fait plus de 60 pages. Donc sur une intégrale qui est déjà bien costaud aussi, vu qu'elle fait plus de 360 pages, c'est quand même un gros morceau de lecture dedans. Voilà, c'était mon petit côté. Voilà la taille que ça prend dans l'intégrale. C'est ça. Et donc surtout, notamment ces 2 graphic novels sont écrits en plus avec une prose assez, on va dire, développée. Justement, c'est pas des trucs que vous lisez en 2 minutes. Vraiment, c'est des histoires complètes autour du Punisher et surtout des histoires qui sont magnifiquement dessinées. Alors dans le premier cas, justement, Return to Big Nothing, comme je disais, c'est la suite spirituelle de Cercle de Sang, qui est dessinée des mêmes scénaristes et dessinateurs, donc en l'occurrence Steven Grant et Mike Zeck. Donc Mike Zeck, formidable dessinateur, qu'on connaît surtout notamment, je pense, pour déjà donc le premier Guerre secrète, et aussi et surtout donc la dernière chasse de Kraven. Dans celui-ci, Return to Big Nothing, c'est intéressant puisque on va suivre Frank Castle qui va enquêter sur un réseau de trafiquants de drogue, qui en fait serait coordonné, dirigé par un ancien camarade soldat sergent qui était dans son régiment au Vietnam, et qui était un peu un mec qui en fait à côté de qui Castle se faisait un peu en permanence défoncer, genre littéralement. C'est-à-dire il se faisait visiter à la caserne, à plusieurs moments il s'est fait tirer dessus par lui, et puis déjà en fait on voyait qu'il y avait une animosité vraiment certaine entre lui et les autres personnes du groupe dont faisait partie ce fameux sergent. Donc en ça, c'est vraiment une histoire qui est intéressante, parce qu'on voit aussi le passé militaire de Castle, et donc ça, en soi, c'est toujours intéressant, et je pense que les lecteurs de Garcenis, notamment de Platoon, me contrediront pas.
Et l'autre histoire qui m'a beaucoup impressionné, parce que je l'avais toujours pas lu en fait à date, c'était donc The Intruder, qui était à l'époque traduit comme l'intrus, donc scénarisé donc par le scénariste des autres épisodes de l'intégrale, donc Mike Baron, mais dessiné par un dessinateur qui s'appelle Bean Reinhold, qui a un style ici qui est quand même très réaliste. Et justement, ce que je te disais un peu en off, Aurélien, c'était aussi le côté réaliste qui m'a beaucoup fait penser à ce qu'on pouvait trouver dans tout Seven ID. C'est-à-dire, par exemple, aussi dans, si vous voulez un exemple graphique en termes de ton aussi du récit, ça m'a beaucoup fait penser à l'intégrale Exécuteur qui est sorti chez Delirium en fin d'année dernière. C'est du coup un dessin très froid, très réaliste, avec des dessins notamment d'avions de chasse, d'armes et de combats qui sont vraiment qui font pas très Marvel en fait. Vraiment, on est vraiment dans une période où c'est quand même très à part en fait de ce qui se faisait, je trouve. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que déjà Mike Baron c'est un scénariste que j'aime bien, notamment aussi parce qu'il a fait un autre travail également publié chez Delirium, qui est donc Nexus, qui est une saga de science-fiction qui est assez géniale. Et je trouve que dans ces intégrales-là, moi je prends du plaisir à les voir, comme je prends du plaisir à voir les films de Vigilante ou alors des films plutôt de Michael Winner ou de Clint Eastwood ou d'autres réalisateurs comme ça de cette période-là. Donc en gros, Nouvelle Hollywood ou alors années 80. C'est des trucs qui s'excusent pas forcément d'être violents. C'est pas très des fois subtil sur vraiment ce que ça veut raconter, mais ça le fait avec une sécheresse, je trouve, et une violence qui est assez divertissante. C'est vraiment, je trouve, des bonnes du polar noir vraiment très sec. Ce qui est marrant, c'est que sur Punisher, moi, je connais bien les séries récentes. Je ne connais pas du tout la période classique, si ce n'est en fait ses apparitions dans d'autres séries comme Spider-Man. Et mais c'est vrai que j'avais toujours une perception très très polar réac de droite du Punisher. Et même s'il y a sans doute pas mal d'aspects qui cochent quand même ces cases-là. C'est vrai que j'entends plein de personnes, que ce soit toi ou d'autres lecteurs, etc., parler des volumes intégrales, que ce soit les épisodes réguliers ou que ce soit les graphic novels ou justement les mini-séries, des choses un peu plus périphériques comme ça. Et c'est vrai que ça me donne vraiment envie de découvrir parce que souvent il y a l'air d'avoir cette ambiance très très années 80 dans le rapport à la violence et le côté polar violent, quoi, on va dire. Ça c'est vrai que ça intrigue, ça me titille de découvrir tout ça, en tout cas. Mais je dirais aussi qu'il y a quand même une certaine réflexion aussi sur le genre et la manière dont ça l'aborde, parce que à l'instar des Dirty Harry, notamment je pense au 4e où il va être confronté un peu à un double féminin de Vigilante, il va y avoir justement souvent à travers notamment les deux graphic novels qui composent l'intégrale, une exploration aussi de ce qu'est Frank Castle et du rapport qu'il a aux autres et du rapport aussi que cet anti-héros en fait entretient par rapport au monde dans lequel il évolue. C'est-à-dire que notamment dans The Intruder, on va notamment explorer son rapport à la religion, ce qu'on va découvrir des scènes où Castle semble en fait assez proche entre guillemets de la religion, je sais pas comment dire, mais en gros il va confier une gamine en fait à un couvent, et puis on se rend compte que il a été plutôt proche en fait de la religion, et dans le graphic novel précédent, donc de Return to Big Nothing, le titre se conclut à un moment donné avec le personnage qui lui dit mais en fait t'as pas changé, t'es toujours manichéen, noir ou blanc, alors qu'en fait dans la société il y a que deux types de personnes, il y a ceux qui nourrissent en fait la bête et ceux qui ne sont rien, et toi t'es rien, quoi, en gros. Et en fait il marginalise vraiment Frank Castle dans ce qu'il est, c'est-à-dire que même si Frank pense faire le bien en tuant le mal, il y a quand même encore ce rapport un peu ambivalent à ce personnage-là qui est quand même souvent mis en avant et qui est quand même pas non plus glorifié, vraiment. C'est-à-dire il est vraiment pas montré comme une bonne personne, malgré justement le fait que Mike Baron a priori ne soit pas un dangereux marxiste. Je pense que les épisodes avec Anno Shanty, notamment la vision, on avait déjà évoqué, je crois que c'est l'intégrale précédente ou deux intégrales avant, la vision en fait qu'Anno Shanty du criminel qui affronte Daredevil versus la vision en fait de Mike Baron via le Punisher du même criminel. On voit vraiment qu'on est dans une approche qui est très différente, beaucoup plus sociologique chez Anno Shanty, beaucoup plus, on va dire, frontale chez l'autre.
Et donc ouais non, c'est en tout cas une chouette intégrale toujours, et moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à les lire, surtout si vous commencez à découvrir via le parti Garcenis, ou que vous avez découvert avec le run récent de Jason Aaron. En tout cas moi c'est vraiment je trouve des intégrales que je recommande fortement à tous les amateurs de polar. C'est un peu le label genre les trucs que je ferais lire à mon daron. On va rester quand même dans une ambiance pas non plus complètement à l'opposé, hein, avec mon coup de cœur. Oui, c'est loin du Dalai Lama, effectivement. Ouais, parce que bon, on est aussi dans le côté vigilante. Alors, c'est plus moderne, hein, vu que ça vient juste de sortir. C'est le tome 1 de Moon Knight, le point de Khonsu. Donc, j'ai l'impression de vous avoir déjà parlé 900 fois, hein, du run de McKay sur le Chevalier de la Lune. Mais c'est que c'est vachement bien. Alors, pourquoi pas encore une petite couche là-dessus. L'occasion de rappeler que en fait le run, donc il est long de 5 tomes sur la série Moon Knight, qu'après il est relaunché pour 2 tomes sous le titre La Vengeance de Moon Knight, parce qu'il y a un changement de statu quo à ce moment-là, et que re-changement de statu quo, là il s'appelle le point de Khonsu, je sais jamais comment le prononcer, et c'est le début donc d'une nouvelle série régulière qui a priori est là pour durer un petit temps. En tout cas, il y a pas franchement une date prévue d'arrêt. La Vengeance de Moon Knight, c'était une parenthèse qui, on savait dès le début, allait pas durer très longtemps. Là, par contre, on est de nouveau là pour un long moment. Tout ça est d'ailleurs assez bien raconté dans un numéro 0 qui ouvre le volume, qui permet vraiment de tout remettre d'aplomb. Ça explique ce qui s'est passé dans le volume Moon Knight, ça explique ce qui s'est passé dans le volume La Vengeance de Moon Knight, ça explique aussi ce qui s'est passé dans Blood Hunt, qui a une importance pour le personnage de Moon Knight et sur son crew, quoi, hein, parce que comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, un des gros points forts de la série Moon Knight, c'est la bande de personnages qui l'accompagnent, que ce soit Rhys Williams, Soldier, le 8-Ball, qui est quand même un personnage un peu ridicule mais tellement cool quand même, le Hunter's Moon, donc l'autre point de Khonsu, Tigra, voilà, il y avait une vraie équipe autour de lui, et ça fait partie de ce qui est vraiment très chouette. Et le gros changement en fait dans ce nouveau volume, c'est qu'il est obligé de renouer avec justement Khonsu, alors que ça faisait plusieurs années qu'il s'était éloigné de l'influence de sa divinité tutélaire, quoi, le dieu égyptien de la lune, mais aussi des voyageurs de la nuit, etc. Et en ayant renoué avec la divinité, il se retrouve à être dans une situation un peu ambiguë, parce que comme j'ai dit, il s'en était éloigné parce que il savait qu'il se faisait manipuler par le dieu. Il a été un peu contraint et forcé, comme je dis, à renouer avec. Donc c'est pas de gaieté de cœur qu'il a retissé des liens avec la divinité. Donc il se retrouve dans une situation où l'un comme l'autre, c'est un peu des ex qui se remettent ensemble. Alors, et il y a tout un passif qui vient créer de la tension, et qui dit tension dit du drama, et qui dit du drama dit le lecteur est content. C'est vraiment toujours très chouette. On trouve un nouvel ennemi cette fois-ci, qui je trouve en plus est pile dans la bonne catégorie pour Moon Knight. On n'a pas envie que son adversaire ce soit Thanos ou Ultron. Voilà, bon, ça peut être rigolo, hein. On a déjà vu Daredevil se taper Ultron durant le run de Nocenti, voilà, mais ce serait un ennemi qui serait trop fort pour lui. À la fois, on n'a pas envie qu'il s'en sorte trop facilement, on n'a pas envie d'un ennemi qui l'éclate en 2 épisodes. Là, au début, on dirait un peu un ennemi justement très faible, et en fait, il y a un petit twist autour de lui qui fait que non, en fait, non, il est pas si faible que ça, et ça va être la galère pour Moon Knight.
Et du coup, c'est vachement bien. Encore une fois, ça crée des nouveaux ennemis, ça développe des relations entre les personnages, ça change le statu quo discrètement ici ou là. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour que ce soit une super série de super-héros qui continue maintenant. Je crois qu'il en est, avec le dernier numéro qui est sorti en VO, déjà à 50 épisodes d'affilée sur Moon Knight. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment assez fou. Donc j'avais fait le calcul, c'est le plus long run qui existe sur Moon Knight par un même auteur. Et je crois d'ailleurs que à un ou deux épisodes près, il va devenir le scénariste qui a écrit le plus d'épisodes sur Moon Knight depuis la création du personnage. Donc voilà, c'était Doug Munch le premier, non? Ouais, qui était revenu sur le perso en plus à une ou deux reprises. Donc il y avait le run initial plus d'autres suites, mais là je crois que ça y est, là pareil, peut-être qu'il manque un ou deux épisodes, mais en tout cas Jed MacKay va devenir le scénariste ayant le plus œuvré sur le héros. Donc sachant que les runs sont souvent moins longs en 2025 qu'en 85, c'est d'autant plus admirable. Et autre chose, c'est que le run a été globalement béni par la présence du magistral et la découverte du magistral Alessandro Cappuccio, qui a donné vraiment une identité graphique nouvelle à la série. Il signe ici donc l'épisode 0 dont je parlais, il signe aussi les épisodes 1 et 2, puis après il part parce qu'il va illustrer Ultimate Wolverine dans Ultimate Universe. Mais alors, dans un cas comme celui-là, il y a toujours la question du remplaçant. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le remplaçant va être au niveau. Après un épisode par Domenico Carbone, c'est le remplaçant officiel, celui qui reste sur le long terme, c'est Dev Malia Pramanik. Alors je galère un petit peu sur le nom, mais vous m'excuserez, c'est pas non plus voilà, je suis pas encore habitué à citer cet auteur. Ça viendra. Et pourquoi je dis ça viendra? Parce que cet auteur canadien est ultra brillant. C'est-à-dire que, alors là, sur les épisodes qui sont présents dans ce tome 1, vous verrez qu'il il fait quelque chose de tout à fait honnête, et surtout, j'ai envie de dire, de sympa pour les lecteurs. C'est-à-dire que son style va coller pas mal à celui de Alessandro Cappuccio, donc ça permet de faire une transition dans la continuité, mais plus ça va avancer, donc dès le tome 2, c'est quelque chose que vous verrez, plus ça va avancer, plus il va s'approprier le personnage, il va s'approprier la narration, il va s'approprier le découpage, même s'il y a déjà des découpages assez magnifique et assez dingue dans ce volume-là. Entre autres, il y a tout un combat où il alterne en fait entre ces différentes personnalités, et où du coup les cases sont découpées de façon à ce qu'on voit sur une moitié de case l'une des personnalités, et sur l'autre ce qu'il fait en tant que Moon Knight. Donc voilà, c'est assez brillant. Et voilà, mais tout ça pour dire que là, on dirait un petit peu un clone d'Alessandro Cappuccio, ce qui d'une certaine manière est aussi un compliment au travail qu'il a accompli sur la série. Mais vous verrez quand sortira le tome 2 que Dev Malia Pramanik a complètement pris sa place, et qu'il va vous livrer des pages d'une beauté et d'une personnalité en plus absolument sidérante. Donc on a perdu Alessandro Cappuccio, mais on découvre Dev Malia Pramanik, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, donc encore une fois, je vous conseille 1000 fois de découvrir le Moon Knight de Jed MacKay.
Surtout qu'en plus, pour faire le lien entre les deux, justement, je pense que le fait que la colorie soit la même, donc Rachel Rosenberg, ça aide beaucoup aussi. Et c'est vrai que quand on avait interviewé Cappuccio au début, en fait, de son run de Moon Knight quand il était venu à Nice, il avait vraiment insisté, en fait, sur le fait que beaucoup des idées graphiques qu'on voyait, notamment le fait que les yeux, en fait, de Moon Knight brillaient et il y avait un peu ce flair, donc à l'anglaise, donc F-L-A-R-E plutôt, au moment où il se déplace, un peu comme la moto d'Akira. Ça venait aussi de la coloriste et c'était une super idée graphique, je trouve, notamment dans la DA en fait vraiment du run qui m'a vraiment marqué à l'époque. Ouais, mais d'ailleurs je dis que son style colle à celui de Cappuccio, mais pour ça, il faudrait peut-être analyser plus en profondeur, peut-être poser des questions justement aussi à Rachel Rosenberg, savoir si c'est pas elle qui au début fait tendre la colorisation fortement vers la même chose qu'elle faisait avec Cappuccio et qui petit à petit elle aussi s'habitue au style de Pramanik pour essayer de, je commence à bien dire, pour essayer de lui laisser aussi la place pour ça. En tout cas, si vous vous inquiétiez du départ de Cappuccio, ne vous inquiétez plus, vraiment la série reste graphiquement une bombe et voilà, c'est vraiment il y a un truc que je pense que j'ai déjà dit, en tout cas je le répète de temps en temps et je pense que je l'ai déjà dit au moins à Émile, c'est que quand il y a une série sur un personnage secondaire, ce qu'est Moon Knight, faut pas dire le contraire, et qui dure 50 épisodes, faut pas se mentir, c'est parce que la qualité est là, que le public a vu la lumière pour le coup, et que voilà, ça n'arrive pas par hasard. Et qu'en plus, en parallèle de ça, il y a quand même eu beaucoup de spin-off et de hors-série en plus sur Moon Knight. Notamment, on a sorti il y a quelques mois, je mets l'accent dessus parce que ça permet aussi de valoriser d'autres artistes, mais moi j'avais été très étonné de voir notamment donc l'auteur ou autrice, on sait toujours pas son genre, de Yuji Kaku, donc de Hell's Paradise, et donc publié surtout un manga chez Crunchyroll, qui est donc un auteur que j'adore au niveau du style, et qui a fait donc quelques covers notamment pour Ultimate X-Men, et qui fait un numéro de Moon Knight qui est ultra bizarre, avec un peu de body horror, au sein en fait d'une anthologie qui ne manque pas en fait de surprises graphiques. Vraiment, c'est dans les derniers qui est sorti. Moon Knight, les phases du Chevalier de la Lune, qui est sorti en mai, et du coup on retrouve du Jem Mackey là-dedans, mais on retrouve aussi donc au scénario du Declan Shalvey, du Race, du Fornes, enfin c'est vraiment un très très beau line-up pour plein d'histoires sur des Moon Knight au fil des siècles. Donc c'est vraiment vraiment très chouette voilà. Bon, après, comme toutes ces anthologies-là, il y a un côté aussi plus anecdotique, forcément, mais voilà, il y a des anecdotes qu'on raconte souvent parce qu'elles sont cool. C'est ça. Et d'ailleurs, Declan Shalvey que tu cites, qui était donc le créateur donc de Mr. Knight, et qui est en fait vraiment la partie préférée de Cappuccio en termes de personnalité de Moon Knight. Et il l'avait raconté notamment parce qu'il avait adoré le côté avec les bâtons, qui fait aussi que du coup, il adorerait dessiner Daredevil et que son autre rêve c'était de faire Venom et Wolverine, rêve qu'il accomplit aujourd'hui. Bref, on peut dire que c'est un peu l'histoire de Marvel. Et est-ce que ça ferait pas une transition toute trouvée pour m'auto-introduire, voilà, sur notre sujet spécial des découvertes de l'été, Cruelle édition, avec les titres indisponibles. Et je vais commencer donc par l'histoire de l'univers Marvel de Mark Waid et le formidable Javier Rodriguez. Titre que j'avais donc découvert au moment de sa sortie, qu'on l'avait sorti, parce que je lisais pas encore vraiment toute la VO qui sortait, et j'avais pris une claque monumentale parce que déjà Mark Waid et surtout Javier Rodriguez. Donc Javier Rodriguez, c'est un dessinateur qui fait surtout la colo en fait, qui est assez, même si maintenant il devient de plus en plus connu comme dessinateur, parce qu'il a quand même enchaîné pas mal de chefs-d'œuvre ces dernières années, notamment Defenders avec Ali Wing, et surtout actuellement, alors déjà oui, il vient d'avoir un Eisner pour Zatanna. Et là, il est en train d'exploser encore tout avec le formidable Absolute Martian Hunter de Dennis Kemp. Hop, on vient de cocher la case Dennis Kemp du podcast. Et on a coché aussi les Wings, ça c'est bon, parfait. Et donc du coup, Javier Rodriguez qui vraiment est un dessinateur extraordinaire avec des couleurs fabuleuses, qui fait des compositions vraiment, voilà, donc ils vont
qui sont des tableaux à chaque fois. Enfin, c'est indescriptible. C'est vraiment, je pense, un des meilleurs dessinateurs de la décennie. De tout dans tout ce qui est fait, il y a rien à acheter en fait. Vraiment, je trouve c'est des personnages en fait qui sont un peu ronds et il arrive aussi bien à coller en fait cette DA à des récits classiques comme à des récits beaucoup plus psychédéliques, méta ou des polars comme c'est le cas avec Martian Manhunter. Et dans l'histoire de l'univers Marvel, du coup, son style, en fait, va coller à merveille avec toutes les époques de l'univers Marvel, puisque Mark Waid entreprend ici de digérer toute l'histoire et tout le lore en fait de Marvel depuis le début, donc en gros depuis la création de l'univers avec du coup toute la cosmogonie de Marvel, donc le tribunal de l'infini, les célestes, les les éternels, la création des inhumains, tout ça, et c'est absolument génial. Et Mark Waid, pareil, on le présente plus, immense scénariste, grand exégète aussi du comics et notamment DC Comics surtout, mais qui connaît quand même très bien l'histoire de l'univers Marvel. Et c'est aussi intéressant parce que là actuellement, il fait la New History of the DC Universe. Donc chez DC Comics et c'est assez intéressant en fait de voir qu'il s'attaquait et qu'il va faire finalement les deux ouvrages définitifs jusqu'à la prochaine édition ou prochaine version de la digestion de l'univers de Marvel ou de DC Comics. Donc vraiment ça, je pense que c'est une perle vraiment à lire absolument. Mais sans vouloir faire de critique de la distinguée concurrence, c'est vrai que il y a un côté plus définitif à celui de l'histoire de l'univers Marvel, où en fait, certes, il donne une certaine forme de super cohérence en reliant des choses qui ne l'étaient pas forcément initialement, que des retcons ont pu relier ensemble. Là, il en profite pour donner une cohérence à tout ça, etc. Mais vu que chez Marvel, il n'y a jamais eu le principe de crise et de ces reboots et relaunch de lignes intégrales, il y a que Secret Wars où il y a un petit peu ça, mais vraiment à la marge. En fait, du coup, il y a d'un côté, il fait un boulot j'ai envie de dire presque un peu d'éditeur, c'est-à-dire que il va décider de mettre le projecteur plus là-dessus ou là-dessus, mais globalement il prend l'histoire telle qu'elle est et il a juste besoin de peaufiner tout ça pour que ce soit après laisser Javier Rodriguez briller et faire sa maestria. Alors que sur DC, avec toutes les crises et du coup avec des continuités qui parfois se contredisent et des choses comme ça, il y a un vrai boulot de scénariste par-dessus où il va faire des choix, dire ça c'est canon, ça l'est pas, etc. Et ça, comme tu dis, jusqu'à la prochaine histoire où là il y aura peut-être d'autres choix qui seront faits. Donc c'est vrai que là où l'histoire de l'univers Marvel est quelque chose qui sera a priori à 99% encore juste dans 5, 10, 15 ans, l'histoire de l'univers d'ici, c'est un petit peu plus aléatoire. Ce qui rend aussi le truc sympa pour ça, parce que ça permet de se mettre à jour d'une certaine manière, mais c'est c'est pas le même exercice, on va dire. Oui, puis en plus, pour être tout à fait honnête, là j'ai que le numéro 1 là du History of the DC Universe, et c'est vrai que je trouve que c'est pour le moment un peu en deçà de l'histoire de l'univers Marvel, pour les raisons que t'évoques, et aussi parce que justement tu vois qu'il y a des ajouts qui ont été faits qui correspondent à des runs récents, peut-être des runs qui seront moins célébrés ou moins importants, moins majeurs dans quelques années. Notamment il incorpore des trucs qu'on voyait dans les derniers épisodes de la Justice Society of America de Jeff Jones, mais ceci n'est pas le sujet. Non, mais c'est vrai que le duo qu'ils font. Mais c'est intéressant de comparer en tout cas, je trouve. Forcément. Après, nous on est peut-être biaisés aussi, on va pas dire le contraire, mais c'est vrai que je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais dit-il avec son t-shirt Captain America. Absolument, tu vois, sirupeux, dégoulinant de joie sur Marvel et ultra pointu sur DC. Non, mais il y a évidemment il y a d'énormes qualités dans les deux cas, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a une unité graphique dans celui de Marvel qui fait que j'ai quand même un petit peu... Et quelle unité? Ouais. Et c'est pas pour rien parce que moi aussi, mon coup de cœur, c'est Javier Rodriguez, mais cette fois-ci, c'est sur Doctor Strange and the Sorcerer's
au pluriel, Suprême, qui est une série. On sent bien le S. Ouais. Qui est une série qui est passée un petit peu inaperçue, malheureusement, qui est scénarisée par Robbie Thompson, qu'on voyait beaucoup il y a de ça quelques années, qu'on voit moins désormais, et avec du coup Javier Rodriguez au dessin. Et donc, pareil, c'est encore une fois la fête aux compositions hallucinantes. On a une histoire qui se joue sur plusieurs époques, avec des sorciers suprêmes venus du passé, mais aussi du futur, et qui se retrouvent pris dans une même mission. Et donc on se retrouve avec forcément quelque chose d'assez psychédélique. Donc Javier Rodriguez forcément s'éclate là-dessus. On se retrouve avec des personnages des fois nouveaux, des compositions assez géniales, assez délirantes, avec des jeux d'échelle aussi, hein. Il y a beaucoup ça dans le dessin de Rodriguez, qui sont assez géniales. Là, je pense entre autres à des pages où ils arrivent dans une espèce de bibliothèque magique, où il y a plus du tout de sens de haut et du bas, de taille, etc. Et voilà, et où les personnages traversent en plus l'intégralité de ce décor, et c'est absolument magique. Et non, c'est vraiment une très bonne série qui avait été publiée en 100% à l'époque, et qui est vraiment excellente, et notamment parce que elle a un de ces épisodes concept comme j'adore les lire, c'est l'épisode 6 de la série, la série en a 12, où en fait on se retrouve à suivre une situation en fait où Doctor Strange va devoir sauver ses camarades qui sont tous dans des situations absolument mortelles, et dès la première page en fait on nous dit si il doit aller sauver celui-là, allez à la page 2, s'il doit aller sauver celui-là, allez à la page 3, etc. Et en fait on se retrouve en fait dans un livre dont vous êtes le héros, et mais vu que c'est le Doctor Strange, il y a un twist en plus. Donc voilà, c'est absolument brillant, c'est une excellente idée de scénariste, c'est absolument mis en page de manière merveilleuse par un Javier Rodriguez, encore une fois en apesanteur. Et c'est un des meilleurs dessinateurs actuels, alors qui a pas un style forcément ultra classique, et à la fois j'ai envie de dire on s'inscrit vraiment dans quelque chose qui est comme Chris Samney, j'ai envie de dire. Je sais pas, détrompe-moi si tu trouves la comparaison. Non, je dirais que Rodriguez, il a un style plus ludique, plus enfantin, mais pas dans le sens, tu vois, niveau de la virtuosité. Parce que Samney, c'est vraiment, je trouve, l'épure, vraiment, pas une ligne claire, mais un truc vraiment parfait en termes de mouvement, tu vois, qu'il y a pas un trait, en fait, qui dépasse. Là où Rodriguez, c'est plus, en fait, notamment, je pense vraiment à son Martian Hunter, où, par exemple, pour le soleil, ça va être un personnage qui va prendre sa tête et le mettre, et ça va être la chaleur, tu vois. Et il y a un côté vraiment qui va de soi très enfantin, en fait, dans la manière de raconter une histoire. Il va jouer sur les couleurs, il va jouer sur beaucoup d'aspects, en fait. Je sais pas comment dire. Enfin, tu me diras, beaucoup de dessinateurs jouent sur les couleurs, mais en tout cas, je les comparais pas automatiquement, les deux. Non, mais je les aurais mis un peu quand même dans une même famille, c'est-à-dire une famille quand même de la ligne claire, des personnages très expressifs. Voilà, on se retrouve quand même comme ça. Après, oui, chacun a leur personnalité, ça, je dirais pas le contraire. Mais quand même ils ont chacun un truc où si on doit faire des cases, je mettrais Quietly et Nick Bradshaw dans la même, quoi, avec Arthur Adams, mais voilà, je mets Chris Samney et Javier Rodriguez dans la même. Bon, c'est pas du tout les mêmes styles quand même, mais on est plus proche entre eux que voilà. Je sais pas si je suis super clair. Mark Waid a bossé avec les deux, donc c'est peut-être un signe, hein, qu'en fait, il arrive à retrouver chez eux le côté classique et néoclassique, peut-être, tu vois. Et il a bossé aussi avec Romero, donc qui a aussi ce côté-là, je trouve. Donc on est dans une certaine forme de filiation, quoi. Ouais, tout à fait.
Bon, et ben écoute, je propose on s'arrête là. Et bah oui, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de nos coups de cœur d'août. On a rattrapé le temps, on est revenu au présent et on se refera une nouvelle dose de coups de cœur pour terminer tout ça. Des coups de cœur comme s'il en pleuvait. Oh là là. C'est l'été, c'est pour ça. C'est ça. C'est ça, les amours de vacances. Allez, à la semaine prochaine. Du coup, ciao.